Le 23 octobre 1973, un Piper Cherokee immatriculé FBKMD décolle de l'aérodrome de Lyon-Bron à 6h45 du matin. À bord, deux hommes, le capitaine Laurent Mercier, 42 ans, pilote chevronné avec 18 années d'expérience, et son copilote Étienne Vasseur, 38 ans. La mission est simple, presque routinière. Transférer l'appareil jusqu'à Genève pour une maintenance programmée. Le vol ne devrait pas durer plus d'une heure. À 8h30, l'avion atterrit à Genève. Seul Étienne Vasseur en descend. Laurent Mercier n'est plus à bord. Le copilote explique qu'ils ont effectué un arrêt non planifié sur un petit aérodrome, près de Grenoble, en raison d'un voyant moteur suspect. Selon sa version, Laurent serait sorti inspecter l'appareil et aurait disparu dans le brouillard dense qui enveloppait la montagne ce matin-là. Malgré des recherches intensives mobilisant la gendarmerie de haute montagne, les chiens de sauvetage et même des hélicoptères, aucune trace du capitaine Mercier ne sera jamais retrouvée. Le dossier sera classé sans suite 3 ans plus tard. Mais en juin 2021, 48 ans après cette disparition inexpliquée, des ouvriers qui démolissent un ancien hangar désaffecté près de Grenoble font une découverte qui va tout changer. Sous 3 mètres cubes de gravats et de terre compactée, ils exhument une valise en cuir marron miraculeusement préservée. À l'intérieur, des effets personnels. Une montre Omega arrêtée à 9h17, un portefeuille contenant une photo de famille, et surtout un carnet à couverture noire usé. Le journal de bord personnel de Laurent Mercier. Ces carnets, que les pilotes de l'époque tenaient souvent en parallèle des registres officiels, contenaient leurs observations privées, leurs réflexions sur les conditions de vol, leurs doutes. Les dernières pages de celui-ci, datées des semaines précédant la disparition, révèlent quelque chose que personne n'aurait imaginé. Une méfiance croissante envers Étienne Vasseur, des mentions répétées d'irrégularités lors de certains vols, et une note finale écrite 3 jours avant le 23 octobre 1973. Je dois le confronter. Je ne peux plus fermer les yeux. Que s'était-il réellement passé ce matin brumeux dans les Alpes? Et pourquoi le journal de bord d'un homme disparu accuse-t-il directement celui qui fut le dernier à le voir vivant? Avant de continuer avec cette histoire troublante, si vous appréciez les affaires mystérieuses réelles comme celle-ci, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne manquer aucun nouveau cas. Maintenant, découvrons comment tout a commencé. Lyon, au début des années 1970, vit encore au rythme de son industrie textile en déclin et de sa nouvelle économie tertiaire en plein essor. La ville, traversée par le Rhône et la Saône, s'étend progressivement vers l'est, absorbant les communes périphériques. L'aérodrome de Lyon-Bron, situé dans la banlieue est de la métropole, est alors un hub important pour l'aviation légère et commerciale régionale. C'est là que travaille Laurent Mercier depuis 1955, l'année où il a obtenu sa licence de pilote professionnel, après avoir effectué son service militaire dans l'armée de l'air. Laurent est né en décembre 1930 à Villeurbanne, dans une famille ouvrière. Son père, Henri Mercier, travaillait comme contremaître dans une usine de tissage. Sa mère, Suzanne, tenait un petit commerce d'alimentation rue de la République. Laurent a grandi dans un appartement modeste du quartier des Gratte-Ciel, construit dans les années 30. Enfant, il était fasciné par les avions qui passaient au-dessus de la ville. En 1947, alors qu'il n'avait que 17 ans, il a assisté au meeting aérien organisé à Bronn pour célébrer la reconstruction après-guerre. Ce jour-là, quelque chose s'est cristallisé en lui. Il serait pilote. Il a économisé pendant 3 ans, travaillant comme livreur, puis comme mécanicien automobile, avant de pouvoir s'inscrire à l'aéroclub local pour obtenir son brevet de base. En 1954, Laurent épouse Geneviève Arnaud, une jeune institutrice qu'il a rencontrée lors d'une fête de quartier. Elle a 22 ans, lui 24. Ils s'installent dans un appartement du 3e arrondissement, près du cours Lafayette. Leur premier enfant, Marc, naît en février 1956. Leur fille, Claudine, suivra en avril 1959.
Geneviève continue d'enseigner à l'école primaire Jean Massé, tandis que Laurent accumule les heures de vol. Il passe rapidement du pilotage de tourisme aux vols commerciaux régionaux, puis obtient sa qualification multimoteur en 1962. Les collègues de Laurent le décrivent comme un homme méticuleux, presque maniaque sur les questions de sécurité. Il arrive toujours 45 minutes avant chaque vol pour effectuer sa vérification pré-vol, même pour les trajets les plus routiniers. Il tient son journal de bord personnel avec une régularité d'horloger, notant non seulement les données techniques, mais aussi ses impressions, les conditions météorologiques réelles par rapport aux prévisions, les comportements de l'appareil. Ces carnets noirs à couverture rigide s'accumulent dans une armoire de son bureau à domicile. Geneviève s'en moque gentiment. Tu écris plus dans ces cahiers que certains auteurs dans leurs romans. Mais pour Laurent, c'est une question de professionnalisme. L'aviation ne pardonne pas l'approximation. Étienne Vasseur arrive à Lyon-Bron en mai 1969. Originaire de Chambéry, il a 34 ans et vient d'obtenir sa licence de pilote commercial après une reconversion professionnelle tardive. Avant cela, il travaillait comme représentant commercial pour une entreprise de matériel électrique. Ses évaluations de vol sont correctes sans être exceptionnelles. Il a tendance à minimiser les vérifications pré-vol, à s'en tenir au strict minimum réglementaire. Certains instructeurs notent dans ses dossiers de formation qu'il manque parfois de rigueur dans l'application des procédures, mais rien de suffisamment grave pour compromettre sa certification. Laurent et Étienne commencent à voler ensemble en septembre 1969. Au début, leur collaboration se passe sans problème notable. Étienne respecte l'autorité et l'expérience de Laurent. Ils effectuent principalement des vols courts, Lyon-Genève, Lyon-Marseille, Lyon-Grenoble, des transferts d'appareils, des vols de liaison pour des clients d'affaires, parfois des vols de fret léger, la routine de l'aviation commerciale régionale. Mais au fil des mois, Laurent commence à percevoir quelque chose d'inhabituel dans le comportement de son copilote. Des conversations téléphoniques chuchotées dans le hangar, des rencontres avec des individus qu'Étienne présente vaguement comme des amis de Chambéry, mais dont il évite soigneusement de donner les noms, et surtout une nervosité palpable lors de certains vols spécifiques, toujours les mêmes types de missions, des transferts d'appareils privés appartenant à des propriétaires basés en Suisse. En janvier 1973, Laurent note dans son journal « Vol du 14 janvier avec EV version ». Étrange insistance de sa part pour que je ne vérifie pas le compartiment de fret arrière avant le décollage, prétexte que nous étions en retard. Et vérifié quand même après atterrissage. Plusieurs caisses non déclarées sur le manifeste. Quand j'ai posé la question, réponse évasive, équipement photo pour un client. Mais pourquoi ne pas le déclarer ? Cette note est la première d'une série qui va s'étendre sur 9 mois. Laurent commence à observer systématiquement les moindres détails des vols qu'il effectue avec Étienne. Il remarque que certains trajets, toujours les mêmes itinéraires impliquant des aérodromes alpins isolés, semblent suivre un schéma. Charges non déclarées, arrêts non planifiés de courte durée, présence d'individus qui attendent près des pistes sans raison apparente. Le climat dans le cockpit devient progressivement tendu. Étienne sent que Laurent l'observe, le questionne. Il devient plus secret, plus défensif. Laurent, de son côté, hésite. Doit-il rapporter ses soupçons à la direction ? Mais il n'a aucune preuve concrète, seulement une accumulation de détails troublants. S'il se trompe, il pourrait ruiner la carrière d'un collègue. S'il a raison mais que l'affaire est étouffée, il pourrait se retrouver lui-même marginalisé. L'aviation est un petit monde où les réputations se font et se défont rapidement. Alors Laurent continue d'accumuler les observations dans son carnet noir, attendant d'avoir suffisamment d'éléments pour agir. Le lundi 22 octobre 1973, Laurent Mercier termine son service à 18h. Il rentre chez lui cours Lafayette, où Geneviève prépare le dîner. Marc, 17 ans, est dans sa chambre à réviser son baccalauréat qu'il passera en juin prochain. Claudine, 14 ans, fait ses devoirs de mathématiques sur la table de la salle à manger. C'est une soirée ordinaire d'automne.
Le temps est maussade. Une pluie fine tombe sur Lyon depuis midi. À table, Laurent semble préoccupé. Geneviève le connaît assez pour reconnaître les signes. La façon dont il mâche lentement, le regard distant, les réponses distraites aux questions de Claudine sur son cours d'algèbre. « Un problème au travail ?» demande-t-elle après que les enfants sont montés faire leurs devoirs. Laurent hésite, puis secoue la tête. Rien de grave, juste une situation délicate à gérer. Je dois parler à quelqu'un demain. Il ne dit rien de plus. Geneviève n'insiste pas. Elle a appris au fil des années que Laurent aborde les problèmes professionnels à sa manière, méthodiquement, prudemment. Il parlera quand il sera prêt. Vers 22 heures, alors qu'ils sont au lit, Laurent murmure dans l'obscurité. « Si quelque chose devait m'arriver, mon journal de bord est dans le tiroir de mon bureau. Tout y est noté. » Geneviève se redresse, allume la lampe de chevet. « Laurent, tu me fais peur. Qu'est-ce qui se passe ?» Il lui prend la main. « Probablement rien, mais je veux que tu saches, juste au cas où. » Elle insiste pour en savoir plus, mais il l'embrasse sur le front et éteint la lumière. « Dors, tout ira bien. Je règle ça demain et on n'en parle plus. » Le mardi 23 octobre, Laurent se lève à 5 heures du matin. C'est inhabituel pour un vol aussi court que celui prévu ce jour-là. Mais Geneviève pense qu'il veut arriver tôt pour régler cette situation délicate qu'il a mentionnée. Il prend une douche, s'habille de son uniforme de pilote, pantalon et veste bleu marine, chemise blanche, cravate sombre. Dans la cuisine, il prépare du café, grille 2 tartines qu'il mange rapidement. Avant de partir, il monte embrasser les enfants encore endormis, puis revient dans la chambre où Geneviève somnole. « Je t'aime », dit-il simplement. C'est la dernière phrase que sa femme entendra de sa bouche. À 6h15, Laurent arrive à l'aérodrome de Lyon-Bron. Le jour se lève à peine. Le ciel est couvert, la visibilité médiocre avec des nappes de brouillard par endroits. Le Piper Cherokee FBKMD est stationné sur le tarmac, une couche de rosée couvrant sa carlingue blanche à bandes rouges. Laurent commence sa vérification pré-vol habituelle. Inspection visuelle du fuselage, des ailes, des gouvernes, vérification du train d'atterrissage, contrôle du niveau d'huile, jauge de carburant. Tout semble en ordre. Il note dans son carnet les conditions météo. Ciel couvert, 250 mètres, visibilité 4 km, brouillard par plaques en montagne. Plafond bas mais acceptable pour VFR. Étienne Vasseur arrive à 6h35, 10 minutes seulement avant l'heure de décollage prévue. Il semble pressé, nerveux. « On y va ?» lance-t-il à Laurent sans préambule. Laurent termine ses vérifications, monte à bord, effectue la checklist cockpit. Étienne s'installe au siège copilote. L'atmosphère est tendue. Laurent démarre le moteur, contacte la tour pour obtenir son autorisation de décollage. À 6h45 précise, le Piper s'élance sur la piste 08 et s'élève dans le ciel gris. La tour de Lyon-Bron enregistre le départ normalement. Destination, Genève, coin-train. Temps de vol estimé, 55 minutes. Pendant les 20 premières minutes, le vol se déroule sans incident. Laurent maintient une altitude de 2500 mètres, suivant la vallée du Rhône, vers le nord. Étienne est inhabituellement silencieux. Normalement, même lors des vols tendus de ces derniers mois, ils échangent au moins quelques mots sur les procédures, la météo, le trafic. Mais ce matin, rien. À 7h07, alors qu'ils survolent la région de Bourgoin-Jallieu, Laurent brise le silence. On doit parler, Étienne, de ce qui se passe vraiment lors de certains de nos vols. Selon le témoignage qu'Étienne donnera plus tard, c'est à ce moment que Laurent aurait remarqué un voyant moteur qui clignotait. Pression d'huile anormale, aurait dit Laurent. On va se poser à Grenoble-le-Versou pour vérifier. L'aérodrome de Grenoble-le-Versou est un petit terrain situé au nord de Grenoble, au pied des premières pentes des Alpes. En 1973, c'est une installation modeste. Une piste en herbe de 1000 mètres, un hangar, un petit bâtiment administratif rarement occupé en semaine. À 7h26, le Piper Cherokee atterrit sur l'aérodrome. Aucun autre appareil n'est présent. Le brouillard est dense à cet endroit, la visibilité réduite à moins de 100 mètres. Selon Étienne, Laurent aurait coupé le moteur et serait descendu de l'appareil pour inspecter le compartiment moteur.
Reste à bord, surveille les instruments, aurait-il dit. Étienne affirme être resté assis dans le cockpit pendant environ 15 minutes, consultant les cadrans, attendant que Laurent termine son inspection. Mais Laurent ne revient pas. Après 20 minutes, Étienne dit avoir quitté l'appareil pour le chercher. Le brouillard est si épais qu'on ne voit pas à 10 mètres. Il appelle « Laurent, capitaine Mercier ?» Pas de réponse. Il fait le tour de l'avion. Personne. Il s'éloigne de quelques mètres vers le hangar, vide. Il parcourt les abords de la piste, appelant toujours. Le silence total, juste le bruit étouffé du vent dans les arbres qui bordent le terrain. Étienne retourne à l'avion, attend encore 10 minutes, puis prend une décision. Il va décoller pour Genève et alerter les autorités de là-bas. Il justifiera plus tard ce choix étrange en expliquant qu'il n'y avait aucun téléphone fonctionnel sur ce petit aérodrome et que la visibilité était trop mauvaise pour entreprendre des recherches à pied dans un terrain montagneux qu'il connaissait mal. À 8h05, Étienne redémarre le moteur du Piper. Le voyant de pression d'huile qui aurait motivé l'arrêt ne clignote plus. Il décolle seul, cap au nord, vers Genève. Le vol dure 25 minutes. À 8h30, il atterrit à Genève-Cointrin et informe immédiatement le personnel au sol qu'il y a eu un problème, que le capitaine Mercier a disparu lors d'un arrêt à Grenoble. La tour de contrôle de Genève contacte immédiatement la gendarmerie française. À 9h15, une unité de la gendarmerie de Grenoble se rend sur l'aérodrome du Versoude. Les gendarmes trouvent des traces de pas dans l'herbe humide, autour de la zone où l'avion s'est égaré. Ils identifient 2 séries de traces, des chaussures de taille 43 correspondant à celles d'Étienne et des chaussures de taille 40, la pointure de Laurent. Les traces de Laurent semblent partir vers l'est, en direction de la lisière forestière qui borde l'aérodrome. Mais à une 50aine de mètres, elles deviennent confuses, se mêlent à d'autres empreintes dans une zone de terre meuble. Puis plus rien. Comme si Laurent Mercier s'était volatilisé. Les recherches commencent immédiatement. Des équipes cynophiles de la gendarmerie de haute montagne sont déployées. Les chiens suivent une piste pendant 200 mètres dans la forêt, puis la perdent complètement près d'un chemin forestier. L'hypothèse initiale est qu'il a pu se perdre dans le brouillard, faire une chute, être victime d'un accident. Les jours suivants transforment la vie de Geneviève Mercier en cauchemar éveillé. Le 23 octobre, en fin d'après-midi, 2 gendarmes sonnent à sa porte cour Lafayette. Ils lui expliquent la situation avec toute la délicatesse possible. Mais les mots résonnent comme des coups de marteau. Votre mari a disparu. Arrêt non planifié. Brouillard. Recherches en cours. Marc et Claudine, rentrés du lycée et du collège, assistent à la scène, pétrifiés. Geneviève refuse d'abord de comprendre. C'est impossible. Laurent est prudent, il est méticuleux. Il ne se serait jamais égaré comme ça. Les gendarmes hochent la tête avec compassion, mais n'ont pas d'autres explications à offrir. Pendant une semaine, les recherches mobilisent des moyens considérables. Plus de 50 gendarmes et secouristes ratissent la zone autour de l'aérodrome du Versoude. Des hélicoptères Alouette 2 de la gendarmerie survolent systématiquement les pentes boisées du massif de Beldon, visibles depuis le terrain. Les conditions météorologiques restent difficiles. Le brouillard revient chaque matin. Le 28 octobre, un berger signale avoir entendu des cris, la nuit du 23 au 24, mais impossible de localiser précisément d'où venaient ces sons dans la topographie complexe des vallées alpines. La piste s'avère rapidement être une fausse alerte. Il s'agissait probablement d'animaux sauvages. Le 30 octobre, une conférence de presse est organisée à la gendarmerie de Grenoble. Le commandant responsable de l'enquête, Paul Devrault, un homme de 52 ans avec 30 ans de service dont 15 en montagne, s'adresse aux journalistes locaux. « Nous poursuivons les recherches avec détermination, mais je dois être franc. Les chances de retrouver le capitaine Mercier vivant diminuent avec chaque jour qui passe. Les conditions météo de cette semaine ont été particulièrement défavorables. S'il est blessé quelque part en altitude, ses chances de survie. » Il laisse la phrase en suspens. Geneviève, présente dans la salle, s'effondre en larmes.
Marc, assis à côté d'elle, 17 ans et le poids du monde sur les épaules, l'entoure de ses bras. Étienne Vasseur est interrogé à plusieurs reprises. Son récit ne varie jamais, le voyant moteur, la décision de Laurent de se poser, l'inspection qui s'éternise, puis la disparition. Les gendarmes vérifient l'appareil. Le moteur du Piper fonctionne parfaitement, aucune anomalie détectée. Étienne explique que le voyant a pu s'allumer de façon intermittente, un problème électrique qui s'est résorbé de lui-même. Ce genre de faux positif arrive parfois. Les mécaniciens confirment que c'est possible. L'alibi d'Étienne pour la soirée du 22 octobre et la matinée du 23 est vérifié. Il était chez lui à Chambéry le 22 au soir. Plusieurs voisins l'ont vu. Il est arrivé à Lion-Bron le 23 matin exactement comme prévu. Aucun élément suspect dans son comportement, si ce n'est sa décision étrange de redécoller seul plutôt que de lancer l'alerte depuis l'aérodrome. Mais même cela, les enquêteurs admettent que ce n'était peut-être pas déraisonnable, vu l'isolement du lieu et l'absence de moyens de communication. En novembre, les recherches sont officiellement suspendues. Le corps de Laurent Mercier n'a pas été retrouvé. L'hypothèse la plus probable, selon les enquêteurs, est qu'il a fait une chute mortelle dans un ravin ou une crevasse dissimulée par la végétation, quelque part dans le terrain accidenté au-delà de la lisière forestière. Les Alpes regorgent de tels pièges naturels. Des randonneurs, des chasseurs disparaissent ainsi régulièrement, leur corps ne réapparaissant parfois que des années plus tard, loin du point de disparition, déplacés par l'érosion ou les mouvements de terrain. Le dossier reste ouvert, mais entre dans une phase passive. Pour Geneviève, l'absence de corps rend le deuil impossible. Elle refuse de croire que Laurent est mort. Elle est convaincue qu'il va réapparaître, qu'il y a une explication. Elle se souvient de ses derniers mots « Mon journal de bord est dans le tiroir de mon bureau. » Tout y est noté. Quelques jours après la disparition, elle a cherché le carnet. Mais le tiroir était vide. Elle a fouillé tout le bureau, toute la maison, aucun journal de bord. Quand elle mentionne cela aux gendarmes, il lui explique que Laurent emportait peut-être son carnet avec lui ce jour-là et qu'il a disparu en même temps que lui. Cette explication la tourmente. Laurent était méthodique. Il laissait toujours ses carnets terminés à la maison, ne prenait avec lui que le carnet en cours. Mais peut-être avait-il ses raisons cette fois. Les mois passent. Marc passe son baccalauréat en juin 1974, obtient son diplôme avec mention. Il voulait faire des études d'ingénieur, mais face à la situation financière de la famille, la pension de Geneviève ne suffit pas. Il décide de travailler immédiatement. Il entre comme dessinateur industriel dans une entreprise de mécanique de précision à Villeurbanne. Claudine, 15 ans, se renferme sur elle-même, ses résultats scolaires s'effondrent. Elle, qui était une élève brillante, passe en classe supérieure de justesse. L'absence du père, combinée à l'impossibilité de faire son deuil, crée une plaie qui ne cicatrise pas. Geneviève retourne enseigner à l'école Jean Massé en septembre 1974, après une année de congé. Ses collègues la trouvent changée. Elle qui était toujours souriante, patiente avec les enfants, est désormais distante, mécanique dans son enseignement. Elle fait son travail correctement, mais sans l'étincelle qui la caractérisait. Les soirs et les week-ends, elle retourne régulièrement à Grenoble, parcourt les sentiers autour du Versoude, espérant quoi? Trouver un indice? Voir Laurent surgir d'entre les arbres? Elle ne sait pas elle-même. Elle parle à d'autres familles de disparus, rejoint une association de soutien. Mais rien ne comble le vide. En 1976, 3 ans après la disparition, le dossier est officiellement classé. Laurent Mercier est déclaré judiciairement absent. Ce n'est pas une déclaration de décès, mais un statut juridique permettant de régler les questions administratives en suspens. Geneviève peut enfin toucher l'assurance vie, régulariser la succession. Sur le plan légal, c'est un soulagement. Sur le plan émotionnel, c'est une déchirure de plus. C'est l'administration qui lui dit d'abandonner l'espoir. Étienne Vasseur continue sa carrière de pilote. Il quitte Lyon en 1975, obtient un poste dans une compagnie régionale basée à Toulouse. Il se marie en 1977 avec une hôtesse de l'air, Martine.
Ils ont 2 enfants. Sa vie suit son cours normalement. Chaque 23 octobre, il reçoit un coup de téléphone de Geneviève. Elle ne l'accuse pas directement, mais pose toujours les mêmes questions. Êtes-vous absolument certain que Laurent n'a rien dit d'autre? Aucun détail qui vous reviendrait? Étienne répond patiemment, répète son récit. Avec les années, les appels s'espacent. Le dernier a lieu en octobre 1983, 10 ans après les faits. Après cela, Geneviève n'appelle plus. Les années 80 et 90 passent. Marc se marie en 1981, devient père en 1983. Il nomme son fils Laurent, en mémoire du grand-père qu'il ne connaîtra jamais. Claudine, après des années difficiles, marquées par la dépression, trouve un équilibre en devenant psychologue clinicienne, spécialisée dans l'accompagnement des familles de disparus. Elle ne se marie jamais, consacre sa vie professionnelle à aider ceux qui vivent ce qu'elle a vécu. En 1995, elle publie un livre témoignage, Vivre avec l'absence, le deuil impossible des familles de disparus. Le chapitre sur son père est le plus poignant de l'ouvrage. En 2016, la commune de Saint-Martin-d'Hères, dans l'agglomération grenobloise, lance un vaste projet de réaménagement de sa zone industrielle nord. Plusieurs bâtiments désaffectés depuis les années 90 doivent être démolis pour faire place à un écoquartier. Parmi ces structures figure un ancien hangar métallique qui appartenait à une entreprise de stockage de matériel agricole, fermé en 1988, après la faillite de son propriétaire. Le bâtiment, situé à environ 3 km de l'aérodrome du Vers-Soude, est abandonné depuis près de 30 ans. Progressivement envahi par la végétation, les vitres brisées, la toiture effondrée par endroits. Les travaux de démolition commencent en juin 2021. Une équipe de la société Démolition Alpes-Sud est chargée de l'opération. Le contremaître, Karim Benali, 47 ans, vétéran de 20 ans dans le métier, supervise 6 ouvriers. Il commence par évacuer les débris accumulés, vieux outils rouillés, pneus de tracteur crevés, bidons vides, structures métalliques tordues. Le travail est lent, méticuleux, car le site est encombré et potentiellement dangereux. Le jeudi 17 juin, vers 11 h du matin, 2 ouvriers, Thomas Giraud et Mehdi Azouz, dégagent une zone à l'arrière du hangar où le sol s'est effondré à plusieurs endroits, révélant ce qui semble être un ancien espace de sous-sol ou de cave. Ils descendent avec des échelles et des lampes pour évaluer la stabilité avant de poursuivre la démolition. C'est Mehdi qui la voit en premier. Une forme rectangulaire sombre, semi-enfouie sous des gravats et de la terre compactée. « Thomas, viens voir ça !» Il dégage prudemment. C'est une valise en cuir marron, style années 70, avec des coins métalliques et des fermoirs rouillés. Elle est sale, couverte de moisissures par endroits, mais étonnamment bien préservée. Karim est appelé. Il examine la valise. Ne l'ouvrez pas ici. On prévient la police. C'est la procédure standard quand on trouve quelque chose d'inhabituel sur un chantier de démolition. À 12h15, 2 agents de la police municipale de Saint-Martin-d'Hères arrivent sur place. Ils inspectent la valise, notent qu'elle ne semble pas suspecte d'un point de vue explosif, décident de l'ouvrir sur place en présence des témoins. Les fermoirs sont coincés par la rouille. Il faut plusieurs minutes et l'utilisation d'un tournevis pour les forcer. Quand le couvercle s'ouvre enfin, un parfum de vieux cuir moisi s'échappe. À l'intérieur, une veste de pilote bleu marine, décolorée et tachetée de moisissures. Un badge nominatif à moitié effacé mais où on peut encore lire « Captain Elmer », une montre bracelet Omega avec un cadran doré, les aiguilles arrêtées à 9h17. Un portefeuille en cuir contenant une carte d'identité au nom de Laurent-Henri Mercier, né le 12 décembre 1930 à Villeurbanne. La photo, bien que fanée, montre un homme d'une quarantaine d'années, très sérieux, cheveux bruns soigneusement peignés. Et au fond de la valise, protégé dans un sac plastique qui a miraculeusement résisté, un carnet à couverture noire rigide, légèrement gondolé mais lisible. Les policiers municipaux comprennent immédiatement qu'ils sont face à quelque chose d'important. Ils contactent
la gendarmerie nationale. À 15 heures, un véhicule de la gendarmerie de Grenoble arrive. Le capitaine de gendarmerie Sophie Arnoux, responsable de la section de recherche, prend en charge la scène. Elle a 39 ans, 12 ans d'expérience dans les investigations criminelles. Elle examine la valise avec l'attention d'un chirurgien. Vous avez bien fait de ne rien toucher de plus, c'est une scène potentielle. Elle fait photographier chaque objet in situ, puis emballe soigneusement chaque élément dans des sachets séparés. De retour au bureau, Sophie Arnoux consulte les archives. Le nom Laurent Mercier fait immédiatement ressortir un dossier. Disparition signalée le 23 octobre 1973. Recherches infructueuses, classement en 1976. Elle lit le dossier intégralement. L'affaire l'intrigue. Pourquoi une valise contenant les effets personnels d'un pilote disparu serait-elle enterrée dans un hangar à 3 kilomètres de l'endroit où il a été vu pour la dernière fois? Laurent Mercier n'a pas simplement fait une chute en montagne et perdu sa valise dans la nature. Quelqu'un a délibérément caché ses objets. Le 21 juin, Sophie Arnoux reçoit un appel du laboratoire de police scientifique de Lyon. Ils ont examiné le carnet. C'est bien un journal de bord personnel, rempli d'annotations manuscrites couvrant la période de janvier 1973 à octobre 1973. Les dernières entrées sont datées du 20 octobre 1973, 3 jours avant la disparition. Et le contenu de ces entrées change complètement la nature de l'enquête. Sophie Arnoux décide de rouvrir officiellement l'enquête sur la disparition de Laurent Mercier. Le 23 juin 2021, 48 ans presque jour pour jour après les faits, elle convoque une réunion avec son équipe. Présent, l'adjudant-chef Marc Dufresne, spécialiste des affaires non élucidées, et la gendarme Émilie Rostand, experte en analyse documentaire. Sophie leur présente le carnet. Ce que Laurent Mercier a écrit dans les derniers mois de sa vie est troublant. Regardez l'entrée du 14 janvier 1973. Elle lit à voix haute. Vol vers Sion avec EV. Insistance inhabituelle pour que je ne vérifie pas le compartiment de fret arrière. Et vérifier quand même caisse non déclarée. Réponse évasive quand j'ai questionné. Pourquoi cette dissimulation? Marc Dufresne fronce les sourcils. EV, c'est qui? Sophie tourne les pages. Étienne Vasseur, le copilote qui était avec Laurent le jour de sa disparition. Et regardez, les mentions continuent. Entrée du 28 février 1973. Nouveau vol avec EV, route Lyon-Genève, avec détour par Annecy. Arrêt de 15 minutes sur un petit aérodrome privé. Un homme nous attendait près d'un hangar. Échange de mallettes entre lui et EV. N'ai pas pu voir le contenu. Quand j'ai demandé, EV a prétendu que c'était des documents pour un client. Mais pourquoi tant de secrets? Entrée du 18 avril 1973, EV de plus en plus nerveux lors de nos vols ensemble. J'ai compté, sur les 8 derniers mois, nous avons effectué 11 vols avec des irrégularités. Toujours des routes impliquant la Suisse ou des aérodromes alpins isolés. Toujours des charges non déclarées ou des arrêts non planifiés. Je ne peux plus ignorer cela. Entrée du 22 mai 1973 et discrètement posé des questions à d'autres pilotes sur EV. Bernard m'a dit qu'EV avait des problèmes d'argent avant de venir à Lyon. Dette de jeu apparemment. Est-ce pour cela qu'il fait quoi exactement? Transport de marchandises illégales? Contrebande? La dernière entrée, datée du 20 octobre 1973, est la plus explicite. J'ai pris ma décision. Je dois confronter EV directement. Si je me trompe, je m'excuserai et l'affaire sera close. Mais si j'ai raison, je ne peux pas rester complice par mon silence. Vol prévu mardi prochain, 23 octobre, Lyon-Genève. Je lui parlerai pendant ce vol. Après, j'irai voir la direction avec mes notes. Je dois le faire pour ma conscience professionnelle, même si cela me coûte. Sophie Arnoux referme le carnet. Laurent Mercier a confronté son copilote 3 jours après avoir écrit cela, et il n'est jamais revenu. Je ne crois pas aux coïncidences. Marc Dufresne hoche lentement la tête. Vous pensez que Vasseur l'a tué? Sophie hésite. Je pense que Vasseur en sait beaucoup plus qu'il n'a dit en 1973.
et je pense qu'il est temps qu'il réponde à quelques questions. L'équipe commence par vérifier où se trouve Étienne Vasseur aujourd'hui. Les recherches révèlent qu'il a pris sa retraite en 2012, après 35 ans de carrière dans l'aviation commerciale. Il vit désormais à Aix-les-Bains, au bord du lac du Bourget, avec sa femme Martine. Ils ont 2 enfants adultes, 4 petits-enfants. Vasseur a 78 ans. Le 28 juin, Sophie Arnoux et Marc Dufresne se rendent à son domicile. La maison d'Étienne est une villa moderne avec vue sur le lac, située dans un quartier résidentiel calme. Quand il ouvre la porte, Sophie voit un homme vieilli, les cheveux blancs, clairsemés, le dos légèrement voûté mais le regard encore vif. « Monsieur Vasseur, capitaine Arnoux, gendarmerie nationale. Nous aurions quelques questions concernant une ancienne affaire. » Le visage d'Étienne se ferme immédiatement. Si c'est à propos de Laurent Mercier, j'ai déjà tout dit, il y a 48 ans. Sophie sourit poliment. Justement, nous avons trouvé de nouveaux éléments. Pouvons-nous entrer? Dans le salon, face au lac qui scintille sous le soleil de fin juin, Sophie sort le carnet du sac scellé. Nous avons retrouvé le journal de bord personnel du capitaine Mercier. Vous saviez qu'il tenait ce genre de carnet? Étienne pâlit visiblement. Je savais qu'il notait beaucoup de choses. Oui, tous les vieux pilotes faisaient ça. Sophie ouvre le carnet à une page marquée. Il vous mentionne régulièrement, notamment concernant des irrégularités lors de vos vols communs. Des cargaisons non déclarées, des arrêts non planifiés, des échanges suspects. Que pouvez-vous nous dire à ce sujet? Étienne reste silencieux un long moment. Sa main tremble légèrement. Je ne vois pas de quoi vous parlez. Laurent était parfois un peu paranoïaque, très procédurier. Le moindre détail inhabituel le rendait suspicieux. Marc Dufresne intervient. Monsieur Vasseur, le capitaine Mercier a écrit 3 jours avant sa disparition qu'il comptait vous confronter sur ces questions. Puis, il disparaît précisément lors d'un vol avec vous. Vous comprenez que cela éveille nos soupçons? Étienne se lève brusquement. J'ai déjà expliqué ce qui s'est passé ce jour-là, le voyant moteur, l'arrêt à Grenoble, Laurent qui descend et ne revient pas. Le brouillard, je n'ai rien à ajouter. Sophie reste calme. Nous allons analyser ce carnet en profondeur. Nous allons également examiner les registres de vol de cette période, identifier tous les trajets mentionnés par Mercier. Et nous allons parler aux autres pilotes et personnels au sol qui travaillaient à Lyon-Bron en 1973. Si vous avez quelque chose à nous dire qui pourrait éclairer cette affaire, c'est le moment. Étienne se rassoit lentement. Son visage a pris une teinte grisâtre. Je veux un avocat. Sophie hoche la tête. C'est votre droit. Mais je dois vous informer que cette affaire est désormais traitée comme une enquête pour homicide. Nous reviendrons avec une convocation officielle. En sortant de la maison, Marc murmure « Il sait quelque chose. Vous avez vu comment il a réagi quand vous avez mentionné le carnet ?» Sophie acquiesce. « Oh oui, maintenant, il faut construire le dossier. » Les semaines suivantes sont consacrées à une investigation minutieuse. Émilie Rostand épluche les registres de vol de Lyon-Bron pour les années 1972 et 73. Elle identifie 23 vols où Laurent Mercier et Étienne Vasseur étaient ensemble comme équipage. Parmi ceux-ci, 14 correspondent aux dates mentionnées dans le journal de Laurent. Elle établit une carte des itinéraires. Lyon-Sion, Lyon-Annecy-Genève, Lyon-Grenoble-Turin, Lyon-Chambéry-Aosta. Toutes ces routes passent par des zones alpines, souvent près de la frontière franco-italienne ou franco-suisse. Marc Dufresne retrouve d'anciens employés de Lyon-Bron encore vivants. L'un d'eux, Bernard Collet, 79 ans, ancien mécanicien, se souvient bien d'Étienne Vasseur. Un type qui vivait au-dessus de ses moyens. Toujours des fringues chères, une belle voiture, alors que son salaire de copilote n'était pas mirobolant. J'ai toujours pensé qu'il avait des revenus annexes. Un autre témoin, Jocelyne Ferrand, 82 ans, ancienne employée administrative, se rappelle. Il y avait des tensions entre Mercier et Vasseur les derniers mois. On le sentait dans leurs interactions. Mercier était devenu très froid avec lui. Sophie Arnoux contacte la Guardia di Finanza italienne et la police fédérale suisse.
Elle leur demande s'il y a eu, au début des années 70, des réseaux de contrebande utilisant de petits avions pour transporter des marchandises à travers les Alpes. La réponse italienne arrive le 14 juillet. Oui, plusieurs réseaux étaient actifs, notamment pour le transport de cigarettes, d'alcool de luxe et parfois d'objets d'art volés. Un réseau en particulier, démantelé en 1975, opérait exactement sur les routes mentionnées dans le carnet de Laurent Mercier. Le chef de ce réseau, Giuseppe Rinaldi, est mort en prison en 1989. Mais les archives mentionnent qu'il employait plusieurs pilotes français dont les identités n'ont jamais été établies avec certitude. Le 20 juillet, Sophie obtient un mandat pour perquisitionner le domicile d'Étienne Vasseur. La perquisition a lieu le 22 juillet à 6 heures du matin. Dans le garage, dans une armoire métallique, les gendarmes trouvent plusieurs boîtes de documents. Parmi eux, des relevés bancaires de 1973 montrant des dépôts réguliers en espèces, toujours à des dates correspondant aux jours suivant les vols suspects mentionnés par Laurent. Les montants vont de 5 000 à 15 000 francs par dépôt, des sommes énormes pour l'époque. Il y a aussi une lettre, datée du 15 octobre 1973, 8 jours avant la disparition, écrite en italien. La traduction révèle que c'est un avertissement. Notre ami commun devient trop curieux. Il faut régler ce problème rapidement ou nous mettons fin à notre arrangement. Confronté à ces éléments le 25 juillet lors d'une audition formelle, Étienne Vasseur s'effondre. Après 3 heures de silence, assisté de son avocat, il demande à faire une déclaration. « Je vais tout vous dire », commence Étienne Vasseur, la voix cassée par l'émotion. « Mais il faut que vous compreniez comment j'en suis arrivé là. En 1968, j'avais 33 ans, une femme, 2 enfants. J'étais représentant commercial, je gagnais correctement ma vie. Puis j'ai commencé à jouer, d'abord aux courses, puis au poker dans des cercles privés à Chambéry. En 2 ans, j'ai accumulé 80 000 francs de dettes. Des gens pas sympathiques me réclamaient cet argent avec des méthodes persuasives. J'ai vendu ma maison, ma voiture, tout ce que j'avais. Ce n'était pas assez. Il s'arrête, boit un verre d'eau. Sophie Arnoux n'intervient pas, le laisse parler à son rythme. C'est à ce moment-là qu'un type m'a contacté. Il m'a dit qu'il connaissait ma situation. Il m'a proposé un arrangement. Il effacerait mes dettes si je devenais pilote et si j'acceptais d'effectuer certains services. J'ai dit oui. J'avais toujours voulu être pilote mais n'en avais jamais eu les moyens. Lui a financé toute ma formation. En échange, une fois qualifié, je devais transporter des marchandises pour son réseau. Cigarettes, alcool, parfois des antiquités volées. De petites cargaisons, faciles à dissimuler dans un Piper ou un Cessna. Ça a commencé en 1969, quand j'ai obtenu ma licence et été embauché à Lyon-Bron. Au début, c'était occasionnel. Un vol par mois, peut-être 2. Je touchais 10 000 francs par transport. Ça changeait ma vie. Ma femme ne posait pas de questions. Elle était juste heureuse qu'on puisse enfin respirer financièrement. Mais en 1973, Laurent a commencé à remarquer des choses. Il était trop intelligent, trop méticuleux. Il voyait des détails que personne d'autre ne voyait. Les cargaisons non déclarées, les arrêts bizarres, mes conversations téléphoniques. Étienne s'essuie les yeux. J'ai essayé d'être plus discret, mais Laurent était comme un chien avec un os. Plus j'essayais de cacher, plus il creusait. En octobre, j'ai reçu cette lettre que vous avez trouvée. Mes contacts en Italie étaient nerveux. Ils disaient que si Laurent allait voir les autorités, tout le réseau tomberait, et moi avec. Ils m'ont demandé de régler le problème. Je leur ai dit que je n'étais pas un tueur. Ils ont répondu que dans ce cas, ils me régleraient moi d'abord, puis Laurent après. Le 23 octobre, pendant le vol vers Genève, Laurent m'a confronté directement. « Je sais ce que tu fais, Étienne. Le trafic, les arrangements. Ça s'arrête aujourd'hui. Soit tu avoues tout à la direction en atterrissant, soit je le fais moi-même. » J'ai paniqué. J'ai inventé cette histoire de voyant moteur. J'ai convaincu Laurent de se poser à Grenoble. L'aérodrome était désert, exactement comme je l'espérais. Le brouillard nous donnait une couverture parfaite. Sa voix devient presque inaudible. Quand Laurent est descendu inspecter le moteur, j'avais une clé à molette dans mon sac de vol.
je l'ai frappé par derrière. Une fois, il s'est effondré. Je pensais juste l'assommer, gagner du temps. Mais il ne bougeait plus, il ne respirait plus. J'avais tué un homme, mon collègue, le père de 2 enfants. Le silence dans la salle d'interrogatoire est total. Même l'avocat d'Étienne a baissé la tête. Sophie demande doucement. Et ensuite, Étienne reprend. J'ai paniqué complètement. Il y avait un vieux hangar abandonné à quelques kilomètres. Je l'avais repéré lors de vols précédents. J'ai traîné le corps de Laurent jusqu'à ma voiture. J'avais garé une voiture là-bas la veille en prévision d'avoir besoin d'un plan B. J'ai conduit jusqu'au hangar. J'ai enterré Laurent dans une fosse sous le sol du hangar, là où le sol s'était déjà effondré. J'ai pris sa valise avec ses affaires personnelles, il l'avait toujours avec lui, et je l'ai enterré dans un coin différent, sous des gravats. Je ne voulais pas que son corps et ses affaires soient trouvés ensemble, si quelqu'un fouillait. Puis, je suis revenu à l'aérodrome, j'ai redécollé seul vers Genève, et j'ai raconté cette histoire de disparition dans le brouillard. Je savais que les recherches se concentreraient sur la montagne, loin du hangar, et ça a marché. Pendant 48 ans, personne n'a su. Sophie prend une profonde inspiration. Le corps de Laurent Mercier. Il est toujours au même endroit? Étienne hoche la tête. Le hangar était abandonné, il y a eu des effondrements au fil des ans, mais oui, il devrait toujours être là sous les décombres. Marc Dufresne pose la question suivante. Pourquoi avoir gardé tous ces documents bancaires, ces lettres? Vous ne les avez jamais détruits? Étienne hausse les épaules avec lassitude. J'ai essayé plusieurs fois, mais je n'ai jamais pu. C'était comme si détruire ces preuves rendrait l'acte encore plus irréel, plus monstrueux. Les garder, c'était au moins reconnaître ce que j'avais fait, même si je le cachais au monde. Le 27 juillet 2021, une équipe de la police scientifique et des anthropologues judiciaires se déploie sur le site de l'ancien hangar où la valise avait été découverte. Avec des sondes et un géoradar, ils identifient une zone suspecte à environ 8 mètres de l'endroit où la valise était enterrée. Les fouilles commencent. Après 6 heures de travail minutieux, ils découvrent des ossements humains, partiellement enfouis sous 3 couches de terre et de débris. L'analyse préliminaire confirme. Un homme, âge estimé entre 40 et 50 ans au moment du décès, traumatisme crânien évident. Les vêtements en décomposition portent encore un badge partiellement lisible. Capitaine Laurent Mercier. Le 30 juillet, les restes sont formellement identifiés par comparaison d'ADN avec un échantillon fourni par Marc Mercier, le fils de Laurent, maintenant âgé de 65 ans. Geneviève Mercier, 93 ans, vivant dans une maison de retraite à Lyon, est informée par sa fille Claudine. Après 48 ans d'incertitude, elle sait enfin. « Je savais qu'il ne m'avait pas abandonné », murmure-t-elle. « Je savais qu'il y avait une raison. » Le procès d'Étienne Vasseur s'ouvre le 15 mars 2022 devant la cour d'assises de Grenoble. L'accusation est homicide volontaire, commis il y a 49 ans. La défense plaide le crime passionnel sous l'emprise de la peur, les circonstances atténuantes de la pression exercée par le réseau criminel, le fait qu'Étienne n'avait pas prémédité le meurtre, mais agi dans la panique. Le procureur rétorque que le transport d'une voiture la veille sur le site, la dissimulation minutieuse du corps et des preuves, puis le mensonge maintenu pendant près d'un demi-siècle démontrent au contraire une préméditation et une conscience claire des actes. Les témoignages s'enchaînent. Marc Mercier, la voix étranglée par l'émotion, décrit les 48 années où sa famille a vécu dans le doute. Nous n'avons jamais pu faire notre deuil. Ma mère a passé des décennies à se demander si mon père était mort, blessé quelque part, s'il souffrait, s'il pensait à nous. Ma sœur a consacré sa vie professionnelle à aider d'autres familles de disparus parce qu'elle ne pouvait pas aider la sienne. Monsieur Vasseur nous a volé non seulement mon père, mais aussi notre droit à la vérité et à la paix. Claudine Mercier, 68 ans, les cheveux gris et le regard fatigué d'avoir trop vu de douleur, témoigne. Mon père était un homme d'honneur. Il a découvert quelque chose d'illégal, et il a voulu faire ce qui était juste. Il a été tué pour cela. Pendant toute ma carrière comme psychologue auprès des familles de disparus,
J'ai accompagné des centaines de personnes vivant le même cauchemar que nous. Et à chacune, je disais, nous devons accepter de ne jamais savoir. Mais au fond de moi, je refusais cette résignation pour ma propre famille. Aujourd'hui, nous savons. C'est à la fois un soulagement et une nouvelle blessure. Martine Vasseur, l'épouse d'Étienne, témoigne également. Je ne savais rien. Pendant 52 ans de mariage, j'ai vécu avec un homme dont j'ignorais le secret le plus terrible. Je me sens trahi, mais aussi coupable. Comment ai-je pu ne rien voir ? Les cauchemars qu'il faisait certaines nuits, sa façon d'éviter toute conversation sur cette époque. J'attribuais ça au traumatisme d'avoir vu un collègue disparaître. Jamais je n'ai imaginé la vérité. Le 22 mars 2022, après 3 jours de délibération, le verdict tombe. Étienne Vasseur est reconnu coupable d'homicide volontaire. Compte tenu de son âge avancé, de ses aveux complets, de l'absence d'antécédents, mais aussi de la gravité exceptionnelle du crime et du mensonge maintenu pendant 49 ans, il est condamné à 20 ans de réclusion criminelle. À 79 ans, cette condamnation équivaut probablement à une peine de prison à vie. Son avocat fait appel, mais le verdict est confirmé en appel en décembre 2022. Le 31 mars 2022, les restes de Laurent Mercier sont officiellement inhumés au cimetière de la Guillotière à Lyon, dans le caveau familial où reposent déjà ses parents. Geneviève, en fauteuil roulant, assiste à la cérémonie entourée de Marc, Claudine et de leur famille. Plusieurs anciens collègues pilotes de Laurent, maintenant octogénaires, sont présents. Lors de l'éloge funèbre, le prêtre lit un passage du journal de bord de Laurent, daté du 12 mars 1973, « Aujourd'hui, vol parfait au-dessus des Alpes, ciel dégagé, visibilité exceptionnelle. De là-haut, les problèmes terrestres semblent si petits. Mais quand on redescend, ils sont toujours là, nous attendant. L'honneur n'est pas de les éviter, mais de les affronter avec intégrité. » Dans les mois suivant le procès, plusieurs articles approfondis paraissent dans la presse régionale et nationale sur l'affaire Mercier-Vasseur. Ils explorent non seulement les détails du crime, mais aussi le contexte plus large. Les réseaux de contrebande dans les Alpes des années 70, l'aviation commerciale de cette époque, avec ses réglementations moins strictes qu'aujourd'hui, la vie des familles de disparus. L'un de ces articles, publié dans Le Dauphiné libéré en mai 2022, cite Sophie Arnoux. Cette affaire nous rappelle que la vérité, même tardive, a une valeur inestimable. Pour la famille Mercier, 49 ans d'incertitude ont pris fin. Ce n'est pas une consolation complète, mais c'est une forme de justice. Geneviève Mercier décède paisiblement dans son sommeil le 12 janvier 2023, à l'âge de 93 ans. Selon sa fille Claudine, ces derniers mois ont été les plus apaisés de ces 5 dernières décennies. Elle a enfin pu faire son deuil. Elle savait que mon père n'avait pas choisi de nous quitter, qu'il avait simplement fait ce qu'il croyait juste. Pour elle, c'était l'essentiel. Dans ses affaires personnelles, on retrouve le journal de bord de Laurent que la police scientifique lui avait restitué après le procès. Elle l'avait lu entièrement, plusieurs fois, annotant les marges avec ses propres souvenirs des dates mentionnées. La dernière annotation de son écriture tremblante est sur la page du 20 octobre 1973. « Mon Laurent, tu étais exactement l'homme que j'ai toujours cru que tu étais. Je t'aime et je te retrouve bientôt. » Marc Mercier, maintenant retraité de son travail d'ingénieur, consacre une partie de son temps à l'association des familles de victimes du crime. Il donne des conférences dans les écoles de gendarmerie sur l'importance de ne jamais abandonner les affaires non résolues. Mon père a eu la justice qu'il méritait, mais seulement parce que des enquêteurs consciencieux, 49 ans plus tard, ont refusé de classer l'affaire comme un simple accident. Combien d'autres Laurent Mercier attendent encore leur vérité? L'aérodrome de Grenoble-Le Versout existe toujours. En septembre 2023, l'aéroclub local, avec l'accord de la famille Mercier, installe une plaque commémorative près du hangar principal, à la mémoire du capitaine Laurent-Henri Mercier, pilote exemplaire, disparu sur ce site le 23 octobre 1973. Son intégrité professionnelle et son courage moral demeurent un exemple pour tous les aviateurs. Chaque année, le 23 octobre,
Les pilotes de l'aérodrome observent une minute de silence en sa mémoire. Étienne Vasseur purge sa peine à la maison centrale de Saint-Maur, dans l'Indre. Selon les rapports pénitentiaires, il passe ses journées à lire, principalement des livres religieux. Il a écrit plusieurs lettres à la famille Mercier, demandant pardon. Marc et Claudine n'y ont jamais répondu. Martine Vasseur lui rend visite une fois par mois. Leur mariage n'a pas été dissous, mais elle a déménagé dans un appartement à Chambéry, loin d'Aix-les-Bains et des regards. Leurs enfants et petits-enfants ont dû apprendre à vivre avec la vérité. Leur père et grand-père est un meurtrier. L'histoire du capitaine Laurent Mercier et de son journal de bord accusateur a trouvé une fin 49 ans après le début du mystère. Ce n'est pas une fin heureuse. Les fins heureuses n'existent pas dans les histoires de meurtre. Mais c'est une fin juste, où la vérité a finalement émergé des décombres d'un hangar abandonné, porté par les mots d'un homme intègre qui a refusé de détourner le regard face à l'injustice, même au prix de sa propre vie. Cette affaire nous montre comment l'intégrité professionnelle, même face au danger, définit notre humanité. Laurent Mercier aurait pu détourner le regard, éviter la confrontation, préserver sa sécurité. Il a choisi la justice, et ce choix lui a coûté la vie. Mais 49 ans plus tard, ces mots écrits dans un carnet noir ont révélé la vérité et donné à sa famille la paix qu'elle méritait. Qu'en pensez-vous? L'honnêteté vaut-elle toujours le risque? Auriez-vous fait le même choix que Laurent? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Si vous avez apprécié cette enquête approfondie, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications. Laissez votre like si cette histoire vous a marqué et partagez-la avec quelqu'un qui s'intéresse aussi à ces affaires qui révèlent le meilleur et le pire de la nature humaine.